Stéphane. Bonjour. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Stéphane Baranx, qui est directeur des systèmes d'information de Parel SA, filiale du groupe Société Générale spécialisée dans la compensation de titres. Stéphane met de l'huile dans les rouages lorsqu'un titre passe d'une main à l'autre et assure le bon dénouement des transactions pour ses clients institutionnels. Écoute, Stéphane, je suis super content qu'on puisse se parler aujourd'hui. Même topo que d'habitude, est-ce que tu peux me donner ton âge et ton titre exact, ou on va dire ta profession? Ok, moi j'ai 37 ans et je suis donc effectivement DSI, directeur des systèmes d'information de Parel, qui est une filiale de la Société Générale. Ok. Et combien de temps as-tu été à ce poste de directeur des systèmes d'information, et depuis combien de temps exerces-tu? Dans quelles entreprises as-tu navigué? Alors, c'est assez monomaniaque, hein. Je suis DSI chez Parel depuis 3 ans et 3 mois désormais. Mais en gros, j'ai fait ma carrière à la Société Générale. J'ai démarré en tant que développeur à la Société Générale, puis je me suis spécialisé au fil des années dans le management d'équipe, puis de département IT au sein de la Société Générale, jusqu'à cette opportunité saisie il y a 3 ans de venir chez Parel. Est-ce un parcours classique ou c'est quelque chose qui est original? C'est un bon parcours, mais il est classique dans le sens où la Société Générale a tendance à essayer de développer les carrières de ses collaborateurs, soit sur l'expertise, soit sur le management, soit sur la gestion de projet. Ok, super. Aujourd'hui, tu as combien de personnes dans ton équipe? Alors, on a environ entre 50 et 60 collaborateurs selon les périodes, et dans un setup international, on en a une grosse moitié à l'étranger. D'accord. Et en un mot, pour toi, quel est le rôle du DSI dans l'entreprise? Alors, le rôle du DSI, moi, je m'estime à la tête d'une fonction support de l'entreprise. Donc, je vais faire une réponse un petit peu de Miss France, hein, peut-être, mais d'être au service du business et de la stratégie de l'entreprise. Ça paraît un petit peu évident, mais pour moi, en fait, voilà, on a vite fait de perdre un petit peu ça de vue, de pousser des solutions qui sont parfois un petit peu imparfaites, mais techniquement plus confortables, de négliger l'accompagnement du changement, ce genre de choses. Donc voilà, pour moi, c'est important de garder cette notion de service, d'être au service de la stratégie de l'entreprise et du business, bien évidemment. Donc Ok. ça, c'est de le faire avec de la stabilité et de la sécurité, hein, également. Et donc, ça nécessite également pas mal de pédagogie, puisque on doit consacrer aussi beaucoup de temps à travailler sur des sujets qui apportent de la valeur très indirecte, du moins telle qu'elle est perçue par nos business, justement, parfois. Ok. Donc tu insistes à fond sur cette tension qui existe entre à la fois délivrer des projets opérationnels qui sont au service de la stratégie, mais dans un cadre qui soit où il y a pas d'externalité négative du fait de cette création de valeur, et où en fait tu offres un cadre de sécurité intéressant et cohérent avec le reste de l'entreprise. Oui, tout à fait. On est obligé de faire ça dans un cadre de qualité et donc de sécurité, de contrôle, et qui peut apparaître, je dirais pas comme superflu, mais comme une latence supplémentaire pour nos business, mais qui parfois est nécessaire, hein, dans un contexte d'exigence de cybersécurité notamment, et d'obsolescence qui sont assez élevées, quoi. Ok. Tu as parlé de solutions, justement. Pour toi, quelle est la solution incontournable dans ton environnement? C'est quoi et si tu devais te permettre de dire aux autres qu'est-ce qui est incontournable, qu'est-ce que tout le monde devrait avoir? C'est pas évident de répondre. Alors, si on prend vraiment tout le monde, si on revient vraiment aux fondamentaux d'un département informatique et d'une entreprise en général, moi, c'est un peu peut-être un peu bateau, mais ça va être Jira, ça va être un outil de ticketing qui finalement aujourd'hui pour moi au quotidien, alors, est indispensable. Alors, on est peut-être très orienté ticket, ce qui peut induire dans l'inconscient une certaine inertie, mais pour moi, c'est très important. Et juste avant de te rejoindre, j'étais encore en train de faire un peu de pédagogie là-dessus, de rappeler inlassablement que le ticket, c'est juste, également, ça vient enrichir naturellement une base de connaissances, tracer des éléments, permettre ensuite d'analyser tout ça à froid, c'était beaucoup de choses de l'état d'une entreprise, de l'effort qu'on porte sur nos différentes applications, etc. Donc pour moi, et accessoirement, ça vient accompagner également toute l'exécution de nos projets en mode agile,
voilà, c'est un support un peu omniprésent finalement dans notre activité quand j'y réfléchis. Et ça, c'est vrai pour tes clients en interne, tes clients en externe aussi? Non, pour aujourd'hui, on n'est pas allé jusqu'à le déployer jusqu'aux clients externes. Pour les clients externes, en fait, comme on est une filiale de la Société Générale, on va passer par des outils de la Société Générale qui ne sont pas ceux-là. Bon, ça, c'est un peu la quadrature du cercle d'avoir Ok, une uniformité qu'on ne peut pas toujours garantir. ok. Non, mais top. Enfin, super. Donc le ticketing Ouais. comme un incontournable. Mm. Super. Pour enrichir la base de Oui, connaissances parce que les de volumes sont l'entreprise. tels que, ouais, les volumes Ouais. sont tels que il faut. Ok. Depuis tes débuts, quelle est la grande révolution informatique que tu aurais envie de mettre en avant? Ouais, celle qui me vient à l'esprit le plus naturellement, c'est le cloud, hein. C'est la virtualisation, alors privée ou publique, peu importe. Moi, ce que je vois qui a vraiment été une révolution pour nous par rapport à mes débuts, ça va être les délais de déploiement d'une nouvelle machine, son administration, ses coûts. Voilà, c'est pour moi finalement, on a tendance presque à l'oublier aujourd'hui, mais il y a 10 ans, ça n'était pas, du moins en tout cas chez nous, ça n'était pas du tout démocratisé. Et voilà, ces 10 dernières années ont vu voilà, la démocratisation accélérer finalement et simplifier énormément l'aspect infra de nos projets. Super. Ta plus grande déception? Ma plus grande déception, alors c'est pas vraiment directement lié à une innovation à la solution, ça va être c'est la course effrénée permanente pour contenir les problèmes d'obsolescence. En gros, que ce soit en termes de base de données, de framework, de middleware, de système d'exploitation, si on veut être un bon élève et maintenir un bon niveau d'obsolescence, ça nous demande un effort qui est infiniment régulier, quoi, puisque dès qu'on a terminé enfin de remettre à jour toutes nos bases de données ou ce genre de choses, ben, finalement, on se rend compte que dans 12 mois, elle est en fin de support. Enfin, c'est sur des gros systèmes, on peut vraiment passer notre vie à faire ça. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que je trouve aujourd'hui, on a facilité le monde de l'informatique à bien des égards. Et celui-là, aujourd'hui, reste une préoccupation qui est sans fin, quoi. C'est Hmm. un tunnel sans fin. Et tu as une idée, tu mesures quel pourcentage de ta charge de travail, enfin, de la charge de travail de tes équipes, ça occupe ou pas? Alors, elle est à la fois mineure et à la fois pas anodine, mais je dirais que c'est de l'ordre de 5% quand même D'accord, de mes investissements globaux. d'accord. Entre 5 et 10% selon les années, selon ce qu'on veut bien y investir, hein, mais voilà, chaque année, ça mériterait potentiellement autour de 10% ouais, d'investissement pour maintenir une bonne qualité et faire tout ça sans que cela génère d'incidents pour nos équipes opérationnelles. Ok. Puisqu'on est dans les chiffres, quel est ton budget? Qu'est-ce que tu as comme allocation en fait annuelle? Alors, je peux peut-être parler juste déjà peut-être en pourcentage de répartition de mes activités. Le budget Ouais, lui-même, c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais bon, on occupe quand même une part assez importante aujourd'hui chez Parel des frais généraux dans la mesure où on a toute une chaîne donc, de traitement financière en standalone qu'on partage assez peu, qu'on mutualise assez peu. Donc, on va être autour de, je sais pas, d'entre 30 et 35% de coûts et répartis, on va Combien, dire, pardon, je suis pas sûr qu'on t'ait bien entendu, Stéphane. aux alentours de 30% D'accord. des frais. Et on va donc investir à hauteur de 40% sur l'activité projet, Pardon. 40-45% autour de la maintenance de nos systèmes, de la corrective, des Ok, évolutions et 15% autour de l'infra. ok, ok. Donc 15% infra, 40% sur des projets et une trentaine de pourcents euh, autour ton élément du début. Alors, 40% sur les projets, 45% autour de la maintenance et 15% autour de l'infra. C'est un peu au Ok, doigt mouillé la répartition que je ferai. ok. Merci pour la précision. Ok. Et sur ça, est-ce que tu sais isoler la partie allouée à la sécurité? Alors, elle est assez importante hein, ces dernières années, puisqu'on essaie également là d'être de bons élèves, voire de très bons élèves aux yeux de l'ANSSI, hein, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'info. Et donc, ça va occuper au global environ 15% de nos budgets en ce moment. Ok, ok, top. Euh, on dit souvent que la donnée est le fuel du 21e siècle.
Donne-nous un exemple d'un de tes projets, grande réussite, qui est une grande réussite avec tes équipes ou encore d'un échec ou d'une frustration, comme tu le souhaites. Ouais, ok. Ouais, alors, effectivement, la data, c'est le fuel. Moi, je suis un petit peu plus mitigé sur ce domaine-là parce que aujourd'hui, du moins dans mon activité, c'est assez difficile d'exploiter les gisements, hein. C'est plutôt, moi, ma problématique, c'est plutôt le prix du fuel à mettre dans la chaudière qui est une problématique. Et aujourd'hui, mon enjeu au quotidien, euh, minima sur le domaine bancaire, ça va être la maîtrise de ces coûts, la maîtrise de mes market data, par exemple, leur optimisation. Je n'ai pas la chance aujourd'hui de travailler sur des projets de big data, de vous parler de Spark, Hadoop, toutes sortes de choses. Nous, on est plutôt sur des chantiers d'optimisation de la data pour pallier à des contraintes GDPR, pour éviter des coûts ou baisser les coûts de nos providers, ce genre de choses. Donc, moi, au niveau de la data, ça va être, c'est plutôt une activité voilà, qu'on traite, mais qui n'est pas source de grande réussite. C'est plutôt la frustration aujourd'hui, car on identifie assez peu finalement d'opportunités de valoriser nos data. On est plutôt occupé à la contenir qu'à la valoriser, quoi, concrètement. Tu as plus des actions de compliance et de conformité en fait sur cette data et de coûts. Et de qualité et donc in fine de coûts comme retour sur investissement. Je comprends. Ouais. C'est, On entrevoit quelques opportunités. On est en train de discuter avec un certain nombre de startups qui nous proposent de faire la data analytique basée sur leur technologie d'intelligence artificielle pour anticiper des breaks sur nos opérations, optimiser donc nos processus opérationnels. Donc là-dessus, peut-être que si on se reparle dans quelques mois, j'aurai un discours plus enthousiaste, mais voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu plus terre à terre. Ok, je te le souhaite. Je te le souhaite. Du coup, parlons du futur. En 2020, à ton avis, quelle est la plus grande problématique pour un DSI? Il peut y en avoir beaucoup. Moi, à mon sens, aujourd'hui, alors c'est une réponse peut-être qui est faite par le prisme du domaine bancaire, hein, mais aujourd'hui, à mon sens, c'est la cybersécurité. Ce n'est pas une préoccupation réellement nouvelle, mais à mon sens, elle se complexifie. Pour être au niveau des exigences de l'ANSSI, c'est compliqué, voire impossible pour des entreprises qui ne peuvent pas investir à un certain niveau dans ce domaine. Or, la menace, elle est réelle, hein, le risque est réel pour ces entreprises. Moi, j'ai un ami qui, en 2019, a perdu une dizaine de kilos comme ça en une semaine sur un gros incident dans son entreprise. Bon, sous un certain angle, ça pourrait m'intéresser, mais globalement, il n'a pas gardé un excellent souvenir de cette expérience. Donc voilà, c'est vraiment une préoccupation qui devient omniprésente avec un risque réel. Donc la cybersécurité plus fort que Weight Watchers pour perdre du poids. Ouais, tout à fait. Tu peux le mettre en line de ton podcast. Waouh, ok, top. Écoute, donc un brillant avenir en 2020 pour les sociétés qui vous accompagnent, qui accompagnent les DSI sur ce sujet. Oui. SaaS ou on-prem du coup? Alors, aujourd'hui, on est plutôt on est on-prem. Ok. Du coup, pas de cloud privé, pas d'hybride. C'est pas encore des choses que vous avez disons pratiquées. alors quand on dit qu'on est on-prem, en fait, bon, nous avons des data centers. On a quand même ce qu'on assimile à du cloud privé, mais on a voilà de par un certain héritage legacy, hein, sur nos systèmes, on a de l'hébergement physique obligatoirement à traiter aujourd'hui. On travaille à sa virtualisation. Il y a un certain nombre d'opportunités qui sont en train de se créer, mais pour le moment, voilà, on a un infogérant qui nous permet de jouer sur les deux aspects d'hébergement. Ok. As-tu du Shadow IT? Arrives-tu à en évaluer la quantité? Comment dire, j'ai pas de Shadow IT, mais j'en ai quand même. En gros, on est dans une société qui a un certain historique de macro métiers Excel, hein, avec des macro fous qui ont sévi pendant quelques trimestres et qui ont laissé derrière eux voilà, des dizaines de systèmes assez complexes, hein, potentiellement des dizaines de milliers de lignes de code et avec voilà, un souci un peu modéré de la documentation. Et bon, par la force des choses, c'est bien des choses qu'il faut maintenir, que je mettrai dans la case Shadow IT si c'est ainsi que tu l'entends. Donc, à
ce titre-là, oui, j'en ai un petit peu malgré moi et c'est pas officiellement du périmètre IT, mais voilà, on a une boîte à faire tourner. On a une capacité opérationnelle limitée, donc ces macros sont précieuses à plus d'un titre. Donc, Ok. ça, c'est un aspect. Et après, marginalement, oui, le temps d'un POC, on peut introduire différentes technologies, différentes expérimentations. Et puis après, selon les résultats, on va décider de les embarquer dans un cycle de vie robuste et standard aux yeux de la société générale. Ok. Top. Qui a le dernier mot justement dans le choix des outils? Le DSI, les métiers, le Alors moi, COMEX, le je suis CDO, enfin. Non, j'évite, très honnêtement, j'ai assez peu d'intérêt à prendre des décisions unilatéralement. Donc, quelque part, ça dépend des outils. Si c'est un outil interne, ça va être très IT, quasiment à la main de la DSI. Pour d'autres outils, selon les outils, ça pourrait être le métier ou la DSI. Et ça pourra, mais ça sera validé quelque part sur la base des éléments qu'on leur présentera. Donc, c'est largement influencé. Mais voilà, ça se fera quand même malgré tout en totale collaboration avec le business. Comme j'ai dit précédemment, on n'a aucun intérêt à imposer un outil pour des convictions techniques unilatérales, quoi. Ça peut être pris en considération dans l'équation, mais pas au détriment du besoin business. All right. Fais-tu partie du COMEX? Je fais partie du COMEX, ouais. Et qui est ton meilleur allié au COMEX? En train de perdre ta ligne. Mon meilleur allié au COMEX, c'est assez confortable, hein, ça va être mon directeur général, hein, à qui je réponds aujourd'hui et qui, de par son parcours, il a un parcours technique à l'origine de sa carrière, donc il a gardé une certaine appétence pour tous ces sujets. Et j'ai la chance d'avoir donc une oreille relativement attentive et sensible aux problématiques de l'informatique, qu'elles soient très concrètes pour les business, mais aussi des fois indirectes, comme j'expliquais, sur la sécurité et l'obsolescence. Super, une configuration idéale du coup. Top, top, Oui, top. j'ai la chance de participer à un COMEX qui est très constructif et avec une très bonne émulation. Ouais. Excellent. Un DSI, un CIO ou un CDO à connaître selon toi? Alors, j'en connais finalement, comme je dis, ça fait 3 ans que je suis DSI, donc j'en connais pas énormément, mais j'ai la chance j'essaie de participer chaque année, notamment par exemple à la FlowCon, qui est une conférence et qui réunit un certain nombre d'intervenants de tous horizons, et donc on peut rencontrer un certain nombre d'acteurs de toutes sortes de business, retail ou institutionnel ou autre, ou industriel. Et donc, typiquement, voilà, ceux qui ont pu m'inspirer dernièrement, il y a les meilleuragents.com, qui est donc un site web qui est très intéressant, qui a beaucoup travaillé sur son modèle agile, sur les feature teams, sur des squads, sur des rôles cycliques, sur les OKR. Voilà, gros travail qui sont venus présenter, qui était très intéressant avec voilà, une grosse démarche une culture du changement permanent pour chercher à trouver le meilleur modèle, le plus résilient, le plus adaptatif. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et dans un autre domaine, il y a aussi N26, une banque en ligne qui travaille beaucoup actuellement sur son architecture infra pour les déploiements de ces solutions à l'étranger, tout en impactant le moins possible ses utilisateurs. Et donc, ils ont repensé énormément toute la partie configuration applicative, infrastructure de leur solution, en la repositionnant là où ça accompagne le mieux la stratégie de l'entreprise. Et ça, voilà, c'était aussi très intéressant. Donc, meilleurs agents et N26 ou N26. N26, deux entreprises à suivre et à connaître en termes d'organisation de leur SI et de leur projet. Je n'ai pas fait un large benchmark, mais oui, de ce que j'en connais, oui, Ouais, leurs travaux sont intéressants. super. Et une assoce ou un cercle de DSI que tu fréquentes? Pas trop. J'en fréquente assez peu aujourd'hui. J'ai été sollicité par des structures, mais très honnêtement, à date, j'ai pas poussé la porte parce que je les trouvais un peu guindés. Ça ressemblait un peu à un petit club privé. Ça m'a pas attiré. Aujourd'hui, je vais participer plutôt, donc, comme j'ai dit, à ce genre de conférences pour travailler un peu mon réseau et me maintenir en connaissances sur les dernières technologies. Et après, je vais participer ponctuellement à des talks en
tant que speaker à des summits, tout ce genre de choses. J'en ai un prochainement en avril. Voilà. Dès lors que je peux soit transmettre, soit recueillir de la formation, là, ça va un peu plus m'intéresser. Ok. Où est-ce qu'on peut te trouver en avril? Où est-ce que tu interviens? J'ai oublié le nom. Je pourrais te le Ok. redonner plus tard. J'ai plus le nom en tête. Très bien, très bien. As-tu une suggestion pour nous, prochain DSI, CIO ou CDO à interviewer? Alors j'en ai un, mais alors si tu acceptes les CTO, mais après en fonction de la définition qu'on s'en donne, la frontière peut être assez mince, voire très poreuse. Mais justement, un dernier talk, j'en ai rencontré un qui était passionnant. C'est de la société Exotech qui est basée à Lille. C'est Renaud Heitz, je ne suis pas sûr de la prononciation de son nom, et qui sont spécialisés donc, dans la robotique d'entrepôt et qui ont des robots voilà, tout à fait innovants et qui leur permettent de faire des entrepôts très verticaux avec des robots qui montent en hauteur. Vous avez en tête l'image des robots des warehouses d'Amazon, par exemple. Bon, ben là, c'est un peu le même genre de technologie, mais encore plus, enfin, un petit peu plus innovante. Et pareil, ce garçon-là travaille beaucoup sur l'organisation déjà de ses équipes pour pouvoir travailler, pareil, un petit peu en mode squat, mobiliser, démobiliser des équipes sur des use cases bien particuliers de manière très réactive. Et sur la technologie elle-même, avec tout ce qu'elle a comme dimension informatique et robotique qui était assez passionnante. Ok, super. Eh ben, écoute, Renaud Heitz de Exotech, si tu nous écoutes, à bientôt. Voilà, on est à la fin de notre petit temps ensemble, Stéphane. Est-ce que tu as envie d'ajouter un point particulier, un truc sur lequel tu veux revenir, un coucou particulier? Enfin, c'est le moment. Non, je n'ai pas de message particulier. Je suis très heureux de participer à ce podcast. Je souhaite longue vie. Merci pour tes bons voeux. À bientôt.